Castro. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris dessus, il a réussi son dribble. Falcao, ouais, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale. Bonsoir à tous, c'est le web débrief de Radio 100% Diagonale. rouge et blanc. Et ce soir, avec Patrice, on va revenir sur le premier grand choc de cette saison en Ligue 1. Pour le compte de la 4e journée, Monaco se déplaçait au Parc des Princes pour y défier le Paris Saint-Germain après un début de saison tonitruant de la part des Parisiens. Une piquette était annoncée, et bien Patrice était tout le contraire ce soir. Un partout, je le rappelle, premier buteur donc Kevin Folland et égalisation de Neymar sur penalty en seconde mi-temps. Salut Pat, alors du coup ton retour de vacances, voilà, ça se passe plutôt bien. Ah bah ça va, ouais, pour ma première émission de la saison, quoi, faire un petit match nul contre le PSG alors qu'on peut s'attendre à prendre une belle branlée, c'est plutôt plaisant, quoi. Donc ouais, j'ai bien choisi mon retour. Et donc retour oblige, tes 3 points. Mes 3 points, forcément le premier c'est la performance, hein, c'est d'aller chercher un point assez inespéré face au PSG. Inespéré parce que le PSG roule sur tout le monde depuis ce début de saison, ils sont assez impressionnants. Et de notre côté, ça a plutôt été l'inverse sur les derniers matchs. On n'a pas laissé une très très bonne impression. Contre Lens, on s'est vraiment clairement fessé, alors qu'on est à domicile, contre une équipe en plus qui nous a déjà averti pas mal de fois. Donc on peut s'attendre contre le PSG à pas aller chercher du tout un résultat. Et pourtant, si on est reparti du parc avec un point, avec une belle prestation, on va pouvoir y revenir. Et surtout, c'est un but sur penalty, mine de rien, alors que le PSG a quand même fait voir beaucoup de choses sur ces autres matchs. On a réussi quand même à bien les bloquer. Mon deuxième point, du coup, c'est le pressing qu'on a pu mettre et l'envie qu'avaient les joueurs sur ce match. Alors, j'ai pas vu tous les matchs depuis le début de saison, j'ai vu des briefs des matchs sur certains, mais j'ai pas vu ça sur les autres matchs. J'ai pas vu ce pressing très très haut tout de suite sur les joueurs adverses, cette envie qu'avaient les joueurs. C'est plaisant, c'est ce qu'on veut, de toute façon, voir sur tous les matchs, quoi. Donc j'espère que du coup qu'un peu notre saison est lancée par rapport à ça, et qu'on va pouvoir revoir ce style de jeu plus tard, même si après jouer le PSG c'est pas tous les week-ends, quoi. Il y a très peu d'équipes qui puissent jouer ce style de jeu, donc que nous on puisse y répondre. Et mon dernier point, mine de rien, c'est cette série qu'on fait toujours au Parc des Princes. Mine de rien, on est vraiment toujours leur bête noire. On arrive toujours quand même à aller chercher des victoires, des matchs nuls chez eux. On regarde toujours la statistique comme quoi on a toujours fait plus de victoires que sur leur propre terrain. Donc c'est assez plaisant et agréable de voir que ça se poursuit au fil des années. Quant à moi, les 3 points, mon tout premier, donc plus spécifique au match, à savoir le comportement, la détermination et le visage affiché en première période. En deuxième mi-temps, on y reviendra, c'était un tout autre visage. En fait, c'était deux façons de jouer. Mais en tout cas, celle de la première période m'a réellement plu. Le contraste est saisissant avec la rencontre précédente face à Lens, où il y avait zéro détermination. Là, on a vu des mecs qui avaient envie. Après, voilà, c'est un match dans l'année, le match au Parc, au PSG. Donc forcément, s'il n'y a pas la motivation ce jour-là, il y a des questions à se poser. Le comportement des joueurs, du coach aussi, j'ai trouvé bon dans son coaching, même dans la compo. Ensuite, le second point concerne plutôt un aspect plus général, à savoir le bilan comptable de ce mois d'août, à savoir qu'il est mauvais plus, ou moyen moins, ça dépend. Mais tout de même, on comptabilise 5 points, certes, mais il y a cette non-qualification en C1 avec une équipe qui n'était pas prête, parce qu'aujourd'hui on a vu un mec au milieu qui change quand même un petit peu le visage de l'équipe. Quant à des Matazo, Jean-Lucas et le joueur qui a été recruté, à savoir Camara, c'est un autre monde. On peut pas rivaliser. Et puis le troisième point, c'est Ben Yedder. Ben Yedder, lui aussi, dans ce bilan de ce mois d'août, totalement absent, à part avoir mis un but au Philippe Stadion.
pas fait grand-chose. Bon, après, il a été sacrifié lors du match contre Rennes à domicile, au bout de 15 minutes. Mais ceci dit, je trouve que le bilan là aussi est cataclysmique. Et aujourd'hui, en tout cas ce soir, il ne s'est pas véritablement montré comme le leader d'équipe, comme le mec qui fait la différence devant, loin de là. Voilà pour mes 3 points. On y reviendra durant ce débrief. L'occasion pour nous de se lancer directement dans la compo, Patrice. Clément qui avait du coup une bonne semaine de préparation pour analyser un petit peu le PSG et surtout pour analyser sa propre équipe au vu de la piètre performance au Louis II contre Lens et cette fessée 4-1. C'était sûr qu'il y avait un autre visage à montrer. Et il y a un changement de système aussi qui s'opère, qu'on avait vu durant la préparation. Je me souviens notamment d'un match contre l'Inter où face à une grosse écurie ou à une équipe qui est présumée favorite, il a un petit peu aménagé son système, tout simplement, sa tactique. La grande question va être de savoir si est-ce qu'il met en place ce système pour le futur ou est-ce qu'il l'a mis vraiment en réponse au PSG, parce que le PSG doute dans ce système-là et donc c'est quand même beaucoup plus simple de les contrer en l'utilisant aussi. Je pencherais plutôt pour la deuxième solution. Je te rejoins. Mais clairement oui, voilà, il fallait de toute façon répondre au PSG et surtout à leur armada offensive. Et il fallait pour ça rajouter un défenseur central et pouvoir avoir en plus du monde sur les ailes pour pouvoir défendre leurs joueurs latéraux qui montent très très haut. Hein. Donc pour moi la compo était clairement attendue. Il y avait juste un poste où on se posait la question, c'était savoir qui allait en attaque, allait accompagner Ben Yedder et Golovin, quoi, savoir si ça allait être Mbolo encore qui allait être reconduit ou Kevin Volland. Sinon vraiment tous les autres joueurs pour moi en tout cas étaient attendus. On aurait pu se poser la question est-ce que Sarr allait commencer, mais bon vu le début de saison de nos défenseurs centraux qui sont plutôt bons, j'ai pas vu le match contre Lens, donc j'aurais un peu plus du mal à juger comment ils ont pris l'eau, mais en tout cas voilà, si Maripane avait fait des bons matchs, Diachil avait l'air d'être bien revenu, donc ça paraissait logique en tout cas que les trois soient les trois titulaires sur ce match aussi. Ouais, il valait mieux partir sur cette assise défensive. Comme tu dis, Sarr, il a gratté quelques minutes, je crois, contre Lens. Peut-être qu'on est tous les deux les petits vénards de l'équipe parce qu'on n'a pas vu ce match contre Lens et qu'on arrive tout frais là pour débriefer le PSG. Vanderson suspendu puisqu'il a écopé d'un carton rouge, enfin de 2 cartons jaunes, synonyme d'expulsion contre Lens. Du coup, c'est le retour de Ruben Aguilar qui, je crois, n'avait toujours pas démarré titulaire cette saison. À moins qu'à Strasbourg, si peut-être à Strasbourg, j'ai un petit doute là-dessus. Lorsque Clément fait tourner entre les deux matchs. Il me semble aussi qu'il a joué un match qui avait un peu de rotation au début de la saison et qu'à Strasbourg il a pu jouer. Donc on a Caio, Henrique et Aguilar en piston. Et puis dans l'entrejeu, on a cette première inédite, puisque Fofana suspendu la semaine dernière. Faut suivre avec toutes les suspensions et tout. Faut s'accrocher. Première inédite, première titularisation de cette doublette Fofana-Camara qui est très alléchante sur le papier. Moi, c'était ma principale, attraction sur cette compo. Je voulais absolument voir les deux ensemble, qui me paraissaient très, très complémentaires. Et en tout cas, ça a été très satisfaisant. On y reviendra. Et puis enfin, Patrice, un trio où on voit enfin, si je puis dire, le retour de Volland, et c'est là la surprise, puisque beaucoup de gens voyaient plutôt Mbolo, même les médias. Ouais, pour ma part, moi j'avais bien vu Volland qui fasse son retour sur ce match aussi, puis c'est vraiment plus un match pour lui, un match où de toute façon on s'y attendait, où il fallait aller presser très très haut, beaucoup courir. Ce match, c'est moins le rôle de Mbolo, en tout cas de ce que j'ai pu voir sur les matchs contre le PSV, que j'ai pu voir de lui. Il y a beaucoup moins ce style de jeu là, donc pour ça que je m'attendais vraiment plus contre le PSG, en plus contre lequel Volland réussit toujours bien, tu fais toujours des bons matchs généralement contre le PSG, donc pour ça que je m'attendais à ce qu'il soit titularisé sur ce match aussi. Ouais, il fallait bien le sortir à un moment du placard, là aussi il faut pas oublier quand même que Kevin Volland est un bon joueur, qu'il a rendu de bons services, et là il est je trouve très vite déconsidéré par la communauté monégasque. On l'a très vite oublié. Mbolo apporte un vent de fraîcheur, on est très content, très bien, mais il faut pas oublier, et c'est normal de le revoir, et tu l'as dit, en tant qu'attaquant de pressing, dans cette approche tactique
qui a voulu mettre en place Clément, bah, ça concorde parfaitement. Donc, il était pour moi aussi logique de le revoir. J'ai pas du tout crié au scandale et je suis même content un peu de le revoir parce que c'est aussi une interrogation. Dans quelle forme il est? On l'a quasiment pas vu de la saison. Donc, voilà, c'était là aussi une première titularisation en Ligue 1 pour Kevin Folland. Il faut dire qu'après ces matchs, il avait fait en Coupe d'Europe contre le PSV, justement, parce que c'est lui qui à chaque fois qui était titulaire, quoi. Oui. C'était très compliqué, quoi. Avec Minamino, il se battait pour savoir qui était le plus mauvais des deux sur les matchs. Donc, ouais, en plus, à court de forme, ouais. Ouais, voilà. Donc là, du coup, on va dire, ce fut court, mais très très bon sur ce match aussi pour Volland. Ouais, oui, court et intense, exactement. Tiens, on va rentrer direct dans ce match et cette première période. Qui, à la fois, est quand même très très satisfaisante dans le sens où Paris a eu beaucoup de mal pour évoluer dans notre moitié de terrain, beaucoup de mal pour poser son jeu, pour se créer des occasions, grâce notamment à un pressing de tous les instants et j'ai adoré en fait ce plan large, ce plan d'une vue aérienne où on voit vraiment en fait que quasiment toute l'équipe monégasque est dans le camp parisien et qu'on vient vraiment les chercher jusqu'aux 6 mètres. Mais il a fallu attendre au moins 10-12 minutes, je crois, pour que le PSG dépasse réellement le milieu de terrain. Bon, ils ont bien sûr dépassé un peu le milieu de terrain, quoi, mais pour vraiment qu'ils s'avancent au moins dans nos 30 mètres, il a fallu attendre un très très long moment, parce qu'ils n'arrivaient pas à sortir. Là, on les pressait tellement haut, c'est eux qui avaient la possession, bien sûr, mais ils n'arrivaient pas à sortir le ballon et venir nous... rentrer dans nos 30 mètres et avoir des actions de jeu, et même la première frappe, je crois qu'elle elle se situe après la sortie de Volland, quoi, vers la 25e minute, donc c'est pour un PSG d'habitude qui assoit vite son autorité et qui frappe 50 fois dans le match, on a réussi vraiment très très rapidement à les bloquer, on est vraiment bien rentré dans le match, ça fait plaisir. Vraiment, dès les premières minutes, on a vu que nos joueurs courir sur le porteur du ballon pour empêcher les relances, tout de suite bloquer les solutions aussi pour les joueurs qui essayaient de se démarquer. Tout ce qu'on espérait, c'est que ça tienne tout le match, que c'est souvent qu'on a fait ça aussi sur le début du match et qu'on avait du mal à le tenir. En tout cas, voilà, c'est très plaisant ce début de match. Ouais, c'était le point que je relevais, mon premier point, à savoir le comportement des joueurs, la mentalité qui est vraiment très intéressante, déterminée, conquérant, et ça faisait vraiment plaisir, ce qui fait que Paris avait du mal dans les transitions, et quand ils ont joué en attaque placée, et comme tu le dis aussi, ils ont eu du mal à évoluer dans notre moitié de terrain, à faire les décalages. Il n'y a quasiment aucune situation chaude. Il a fallu attendre la 45e pour vraiment avoir une immense frayeur. Donc c'est sûr que j'ai trouvé en tout cas la prestation collective de l'équipe très très cohérente dans ce dispositif, dans la manière de se comporter sur le terrain, et c'est vraiment ce que je retiens avant tout face au PSG qui était en mode rouleau compresseur sur les 3 précédentes journées. Et en 4 si on compte le match contre Nantes aussi. Hein. Oui, sur le trophée des champions, effectivement. Ouais. Donc un système établi qui prend forme et qui fonctionne très vite, puisque une récupération haute de Mohamed Camara sur Messi d'ailleurs, sur Lionel Messi, un tacle rageur qui a atterri dans les pieds de Folland d'ailleurs, qui est au départ qui doit être dans le rond central, qui joue en relais avec Golovin, et Golovin qui met un petit temps avant de lancer en profondeur, c'est quand même assez osé, lancer en profondeur Kevin Folland, de retour à la compétition, Patrice. Je pense qu'il peut-être qu'il lit un peu l'information, il essaye de voir aussi où est Ben Yedder, parce que d'habitude c'est plus, il se doute que ils ont récupéré le ballon, Ben Yedder est déjà parti sur un appel, donc je pense peut-être qu'il lit un peu l'information, j'ai pas fait attention au regard de Golovin, quoi, mais je pense que ça doit être ça, il doit lire l'information pour savoir s'il doit la dire à Ben Yedder, ou à Volland qui est en train de faire l'appel, justement, aussi. Donc, il y a très très belle passe, c'est vraiment parfaite dans la course, quoi, ça, Volland ne perd pas le petit avantage qu'il a réussi à prendre sur son tour de 1-2. Ouais. Et derrière, du coup, forcément, le gabarit fait aussi qu'il arrive à très très bien à tenir le ballon malgré le retour des défenseurs sur lui. Il arrive à placer une très belle frappe. Gabarit, tu veux dire son arrière-train. Exactement. Non, il est quand même costaud, le bébé, faut dire, oui. C'est pas évident de le bouger. Du coup, il tient bien et une très belle frappe croisée. Je pense que le gardien est un peu masqué sur le départ de la frappe. Mais
façon tellement bien placée au et poteau. Ramos et Kimpembe qui sont au contact dans la surface, parce que quand même Folland parvient à entrer dans la surface quand même avec Kimpembe sur le dos, Ramos le rejoint et il arrive à armer, à décocher cette frappe croisée effectivement pied gauche. Et je pense qu'il est tellement en bout de course sur sa frappe que c'est là qu'il se fait, il y a une petite élongation, je pense, sur le muscle. Parce qu'on le voit tout de suite, dès qu'il commence à célébrer le but, on le voit qu'il commence à boitiller, donc je pense que c'est vraiment sur la frappe, il tente trop loin sa jambe, et ça a claqué malheureusement pour nous. Ouais, c'est le combo sprint plus frappe en bout de course, ça l'a tué, voilà, 20 minutes, on l'a sorti du frigo, voilà, ça... Clément, quand même, disait en conférence, au micro d'Amazon Prime en après-match, que c'était quand même sérieux, donc je pense qu'on va l'avoir. Si c'est une élongation, ça va être bien 3 semaines. Hein, ouais, faudrait demander au doc. Mais pour en parler déjà tout de suite, de toute façon, très très bonne entame de match. Au-delà du fait qu'il fait un bon appel et une bonne frappe qui finit en but, au-delà de ça, à côté de ça, il a fait un super pressing, récupéré des ballons, il arrive à faire tourner la tête à Neymar pour que celui-ci fasse une poussade juste devant l'arbitre et se prenne un carton jaune, ce qui est très bon pour nous, parce que Neymar a un carton, ça lui évite de faire des simulations aussi après. Il en a pas eu besoin. Non, du coup, il en a pas eu besoin. Oui, il en a pas eu besoin, c'est clair. Donc non, son début de match est vraiment très très bon. Et malgré le fait qu'on marque le but, c'est quand même rageant de se dire putain, là, on est en train de le perdre. Surtout qu'à ce moment-là, il y a Camara qui commence à faire des grimaces. On se dit voilà, s'il y a un double changement à faire tout de suite, ça va piquer. Heureusement pour nous, il y a que Volland qui sort, quoi. Ouais, si tu fais bien de faire ce petit focus sur Folland, parce que je pense qu'on n'aura plus l'occasion de revenir ensuite. Bon, il a disputé que 20 minutes, il nous met ce but, retour à la compétition, voilà, tu l'as dit, c'est un chien. C'est un chien et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop l'enterrer. Et un mec comme ça, excusez-moi du terme, mais c'est un peu une salope sur le terrain et c'est important les joueurs comme ça. On a Caio Henrique, mais lui qui le fait plus dans son style, à savoir simuler, faire des fois le petit branleur, perdre du temps comme il adore. Mais Folland, c'est toujours le mec qui est au contact, qui vient faire chier vraiment les défenseurs et tout le temps là dans des embrouilles souvent, toujours à la limite. Et voilà, comme tu l'as dit, tu l'as souligné, il fait un peu disjoncter Neymar d'entrée de jeu. Et j'ai remarqué, Neymar sur tout le match, il fait que gueuler. Enfin, il est pas dans un bon mood, dans un mood de je vais tout casser. Il est plus là à tout le temps vouloir contester, rire devant l'arbitre. Enfin bref, voilà, ça c'était le comportement du joueur. Mais tout ça pour dire que Folland, il est quand même important. Et dans ce registre-là, en tout cas, et sur ses 20 premières minutes, il l'a démontré et très joli but. Voilà, donc Monaco 1-0, même pas contre le cours du jeu. Non. Clairement pas. Ça reste quand même notre première situation, donc on va dire qu'on est 100% réaliste. On va pas s'en plaindre. Et donc ça nous permet de conforter un petit peu cette approche tactique. Et pour autant, on va pas tant reculer que ça, on va un peu continuer. On va poursuivre sur cette lancée en fait. Non, on peut noter quand même qu'il y a un choix quand même assez important de Clément, quoi, qui est du coup de sortir à bout de 5 minutes quand même, qui sort à la 25e quand même volant, donc il y a quand même pas mal de temps de réflexion et de lancer du coup à Clilouche, quoi, alors qu'on aurait pu s'attendre du coup que ce soit Mbolo, celui avec qui il était un peu en ballottage volant au début du match. Pourtant non, du coup c'est bien le petit jeune à Clilouche qui est choisi pour remplacer Voland sur le terrain. Ouais, c'est osé, c'est couillu, c'est vrai que tout le monde s'attendait à Mbolo. Après, peut-être dans sa réflexion, il s'était dit je vais peut-être pas faire enfin là je mène 1-0, je vais peut-être pas le faire rentrer tout de suite, j'ai peut-être besoin d'un mec qui va vraiment cavaler sur son couloir, qui va faire l'essuie-glace et qui va pouvoir proposer et presser. Je pense en fait c'est ce que je disais au début du débrief, c'est vraiment un choix de profil, que Mbolo ne correspondait pas à ce que voulait faire Clément sur ce match aussi. Le fait que du coup Voland sorte, ça l'embête de devoir sortir, de mettre Mbolo à ce moment-là, et il préfère du coup un Akliouche qui est pas du tout le profil de Voland, mais qui aussi lui va arriver à les presser. Il est jeune, il est assez fougueux, il va aller chercher du coup à presser les joueurs pour continuer la tactique qui a été mise en place par Clément. Ouais. Puis il va montrer surtout sa dernière entrée, je crois que c'était contre Strasbourg. Et puis là, une place se libère. On y reviendra plus tard, je pense, quand on fera
les prestats individuels sur Akliouche, on fera un parallèle sur Diop, mais une place se libère, Sofiane Diop part, donc c'est aussi pour montrer, tiens, vas-y mon grand, la place elle est pour toi en fait. T'auras du temps de jeu. Tu passes devant Gelson, voilà. Si ça va aussi avec la politique ou le message envoyé par le club au sujet d'Akliouche qui n'a pas voulu, ils n'ont pas voulu le prêter. Pourtant, il y a beaucoup de clubs qui se sont positionnés, très très intéressés, surtout après son festival. Oui, il a fait un festival au tournoi de Toulon. Donc voilà. Donc l'entrée d'Akliouche, effectivement, surprenant, mais qui, encore une fois, là on vient de vous l'expliquer, ça peut se comprendre. Monaco qui continue, Paris qui a vraiment du mal à trouver son football. On a un Mbappé qui est pas dans un grand soir, tant mieux pour nous. Aujourd'hui c'était plutôt Loïs Diony. Voilà, je permets la petite comparaison. Tant mieux. Lui a marqué, il me semble. Oui, il a marqué. À 3, notre prochain adversaire. Et on va finalement gérer quand même pendant la première demi-heure, voire même j'étends même jusqu'à 35 minutes, qui sont vraiment très 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 encourageantes, très satisfaisantes. Et puis ça baisse un petit peu. On commence un petit peu à reculer, et surtout Paris commence un tout petit peu à lever son niveau de jeu, mais rien de bien impressionnant. Et puis il y a cette très très chaude alerte, ce double poteau, Patrice. Sur le coup on a chaud parce qu'on est rempli poil en plus juste avant la mi-temps là, c'est le but qui fait bien mal la tête quand on se le prend. Du coup le premier à toucher les montants c'est Messi. Du coup c'est surtout Mbappé qui fait un beau crochet sur Camara là, qui se fait bien avoir. Mais la seule fois où Camara se fait avoir de la première mi-temps pratiquement. Ouais, je pense aussi. 2 fois, ouais. Et du coup, il passe à Messi qui du coup avance un peu et fait une belle frappe sur le poteau, une belle plonge, mais clairement, je pense même si le poteau est plus poteau rentrant, je pense pas que Nubel puisse faire quoi que ce soit. Le ballon est renvoyé en plus pile poil sur Mbappé, alors que Nubel est complètement au sol à l'opposé, donc vraiment Mbappé a le but ouvert, sauf que le ballon arrive très très vite, du coup il le reprend un peu comme il peut et il touche le deuxième montant. Vraiment heureusement pour nous, parce que là pour le coup je pense qu'on n'avait pas grand chose d'autre à faire que prier pour pas encaisser ce but, tellement Mbappé est seul avec les cages grandes ouvertes. Ouais, c'est vrai que il la reprend, c'est difficile quand même. Elle arrive très très vite et puis elle arrive très vite, mais quand même ça paraît plus difficile étant donné le talent de Kylian de la mettre à côté, ou du moins de ne pas la mettre au fond. Donc c'est sûr que là on a eu très très chaud, et Neuer la baraka ce soir pour une fois quand même. Ah oui, on peut le dire, les montants fait quasiment autant d'arrêts que lui. Il fait pas d'arrêt de la saison, du match. Oui, du match, parce qu'à Strasbourg il en a fait quelques-uns. Oui, pas d'arrêt de la saison. Excusez-moi, je me suis un petit peu emporté là-dessus. Pas d'arrêt jusqu'à... pas d'arrêt de la première mi-temps, quasiment. Je crois qu'il se couche sur une frappe de Mbappé, mais qui est très simple pour lui, quoi. Elle est vraiment sur lui, il y a aucun danger dessus. Je crois que j'ai pas vu les stats, mais il doit faire à peine un arrêt, je crois, sur la première mi-temps. Ça doit être que ça. C'est ça. Et donc on revient, comme tu l'as dit, avec l'objectif préserver ce petit avantage qui est préservé de 1 but à 0. Et on se dit, alors peut-être, et pourquoi pas tenir, avoir une petite situation en seconde pour planter un contre. Donc c'était... Moi j'ai adoré cette première période, aussi bien l'assise défensif, les 3 derrière, et surtout les sorties de balles de Badiachil, qui a très souvent et très vite su trouver Golovin qui redescendait très bas pour toucher des ballons, Camara ultra disponible, et Fofana aussi. Franchement, la doublette Camara-Fofana, elle me plaît, et c'est vraiment une très très grande satisfaction. Et on ne peut que émettre des regrets, en fait, de ne pas avoir eu ce joueur pour cette double confrontation contre le PSV, même si vraiment le club était plutôt sur un autre joueur et que c'est un petit peu capoté, et que de son côté peut-être que Camara n'était pas disponible à ce moment-là. Ça c'est des choses qui seront peut-être élucidées plus tard, mais c'est dommage, sachant que Mitchell connaît le joueur, que ça aurait pu être un coup qui aurait pu être fait déjà depuis plus tôt, tout simplement, pour
pour pallier au départ de Tchouaméni, qui était, on le disait, ouais, c'est super, il est parti tôt, on va vite pouvoir le remplacer. Bon, voilà, voilà, exactement. Peanuts. Donc, on revient sur le terrain. Pas de changement d'un côté comme de l'autre. Et tout de suite, une situation pour Wissam, qui jusqu'à là était, je trouve, pas très bien utilisé, un peu esselé. Je trouve dans ce rôle un petit peu de attaquant intérieur gauche. Ouais, il a joué beaucoup à gauche quand même. Il a beaucoup. Ouais, beaucoup trop même. J'ai l'impression qu'on l'a. À la deuxième mi-temps, il était sur la ligne. Quasiment toute la deuxième mi-temps, il était sur la ligne quasiment. Ouais, j'ai l'impression que c'était je faisais cette comparaison, bon, peut-être un peu douteuse, mais dans l'esprit, je m'y retrouve un peu dans le sens où Didier Deschamps, quand il mettait Blaise Matuidi ailier gauche, dans un 4-3-3, je trouvais que c'était un peu contre nature. Là, j'ai pas trop compris en fait cette idée, même si. Parce que de l'autre côté, que ce soit Voland ou que ce soit avec Liouche après, les deux en fait avec Ben Yedder étaient vraiment très très écartés. Je pense que c'était pour forcer les deux centraux qui restaient, parce que du coup il y avait le troisième qui sortait. Je crois que c'est Marquinhos qui monte beaucoup plus haut, quoi, pour les pousser à sortir et du coup un peu étirer la défense parisienne et laisser de l'espace au centre. Ouais. Je pense que c'est pour ça, sinon je vois pas trop l'intérêt vraiment d'écarter autant de nos attaquants et de laisser du coup l'axe à Golovin. Mais ouais, ou peut-être que même en matière de mobilité, c'est peut-être pas le joueur qui presse le plus. Pour prendre l'espace qui est derrière Hakimi, le Portugal, Nuno Mendes, ouais. Mendes, voilà, j'étais plus sûr, qui monte tellement haut que je pense qu'il y a de l'espace derrière eux, et je pense que c'est cet espace-là qui a voulu bénéficier Clément, quoi. En tout cas, il a pas su se mettre en évidence et c'est pourquoi moi j'en ai fait un troisième point, à savoir Ben Yedder, aussi bien sur le mois d'août que sur ce match, c'est un flop. Voilà, moi j'ai vraiment pas. Regarde cette occasion. Oui, c'est vrai que l'occasion est belle. Le but est vide. Il se l'emmène peut-être mal en fait. Je pense que c'est plus ça. Il s'excentre beaucoup trop. Mais quand même, après, il est sur son pied droit. Enfin, je veux dire, voilà, c'est une question de dosage. Et il a paniqué. Et on attend d'un joueur mature, expérimenté, avec son statut. Neymar a fait la même. De la sérénité, du calme pour un buteur confirmé, pour un buteur de sa trempe. Et voilà, moi, je lui en veux en tout cas là-dessus, parce que c'est le tournant pour moi. Tu peux directement mettre le 2-0 tout de suite au bout de la 48e et puis t'es déjà un peu plus confiant, quoi. Ouais, après je pense que typiquement le genre d'action au mois de novembre, décembre, c'est le genre d'action qu'il arrive à mettre au fond. On le sait, ses débuts de saison ont toujours été un peu compliqués. Il enchaîne souvent beaucoup de matchs sans marquer de but avant vraiment de lancer sa saison. C'est dommage. Généralement, c'est les pénaltys qui le débloquent. Bon, pour l'instant, on n'en a pas trop eu. Ouais, c'est dommage, c'est sûr, mais voilà, c'est un peu comme Voland aussi. On sait que c'est un peu compliqué la reprise, l'enchaînement, arriver à reprendre la cadence de jouer très très régulièrement. J'espère pour nous que la saison prochaine, les barrages, en tout cas pour la LDC, se joueront plutôt en octobre-novembre pour que nos joueurs soient prêts. J'espère surtout qu'on finira nos leaders puissent beaucoup plus haut que ça pour éviter d'y jouer. Ce serait mieux, quoi. Donc il y a cette occasion et on sent qu'on a laissé passer notre chance et on sent surtout qu'il y a une nouvelle approche, en tout cas qui est vraiment beaucoup plus attentiste et beaucoup plus dans le contre, où le bloc est complètement redescendu, on part de beaucoup plus bas et on se projette, on essaie de lancer quelques flèches et surtout Paris élève petit à petit son niveau de jeu et là encore se crée des occasions. Il y a Nubel qui fait des arrêts quand même là pour le coup à noter, Patrice. Ouais, si. Après, de toute façon, j'ai même pas souvenir qu'on a eu d'autres occasions sur ce match aussi. Après, c'est plus le PSG qui va commencer à enchaîner. Il y a l'occasion que je te parlais tout à l'heure, que je disais Neymar a raté la même que Ben Yedder, quasiment. Du coup, sur le mauvais dégagement de Henrique qui atterrit sur une sortie quand Noble fait une sortie et du coup Henrique la dégage, ça atterrit sur Neymar et donc du coup pareil, le but est vide. Bon, oui. Aguilar fait comme faute, on peut le dire, parce qu'il retient clairement Neymar, mais lui aussi du coup devant le but vide, arrive pas à redresser sa frappe assez pour la mettre au fond. Et sinon, et après non, sur la fin de match, moi que j'ai noté plutôt les arrêts qu'a pu faire Noble. Ouais, moi le plus impressionnant pour moi c'est celui-ci effectivement qui doit être au niveau de l'heure de jeu.
où ça tricote un peu et où Messi se retrouve dans la surface. Et c'est Akliouche qui revient et qui tacle et qui en fait remet en jeu Neymar, qui traîne par là et qui est vraiment dans les 6 mètres et qui allume pratiquement à bout portant. Il y a une superbe sortie de Nubel avec main gauche, du coup, qui s'emploie bien. Très difficile à mimer l'arrêt en caméra avec le fond. Le fond où se trouve Boris, Damien et moi pour un match célèbre. Je crois que c'était de la Coupe de France, je sais plus. Enfin, on se prend 7-1, donc c'est du championnat, je crois. Bref, au parc, hein, voilà, souvenir. Donc il y a cette très grosse situation et on sent quand même que ça devrait arriver et enfin ce qui nous pend en nez, on va dire, parce que c'est mérité. Je veux dire, à un moment, le football doit se voir récompensé. Alors certes, certains vont dire bah ouais, mais c'était le soir ou jamais. Regardez, il touche 3 fois les montants, parce qu'il y a une frappe d'Hakimi aussi, une frappe lointaine, limpide, sèche, qui vient heurter encore une fois le poteau de Nubel. Donc Nubel, il a 3 fois les poteaux, il nous sort les arrêts. En fait, c'était ce soir qu'il fallait... Enfin, c'était notre soir, on devait gagner. Mais bon, il faut aussi savoir se contenter du nul et aussi objectivement reconnaître que on s'en sort aussi plutôt bien quand même avec ce point du match nul, parce que Paris inéluctablement va égaliser, même si la manière effectivement laisse à désirer. Non, mais clairement, c'est eux qui doivent avoir des regrets ce soir, de ne pas avoir gagné le match. Ils ont tout pour le gagner, ce match. Ils ont eu les occasions pour, ils touchent les montants, comme tu dis, ils ont un gardien en face qui fait de beaux arrêts. Et, nous, de notre côté, on a quand même très peu d'occasions, parce que du coup, on a quoi? On a le but qu'on met, Ben Yedder quand il frappe au-dessus, puis que le coup franc d'Enrique en première mi-temps. C'est à peu près tout ce qu'on a, donc il n'y a pas grand-chose. Ouais, mais le fait de se faire égaliser sur péno. C'est en ça que je dis que la manière laisse un peu... Voilà, c'est vrai que, comme je disais du coup au début du débrief, c'est que du coup, malgré toute l'armada offensive qu'ils ont et les nombreux buts qu'ils ont pu mettre au début de la saison, on a quand même réussi à les bloquer dans le jeu et pour prendre seulement un penalty, quoi. Donc défensivement, ça montre quand même si c'est quand même une erreur défensive de se prendre un penalty, parce qu'on fait quand même une faute, mais un de plus. La semaine dernière déjà péno. Bon, celui-ci au moins, on est sûr que personne viendra râler. Oui, non, il y a faute. C'est clairement, on voit largement qu'il tend sa jambe, qu'il la laisse bien traîner. Maripane est con quand même. Sur le passage. En direct, je me dis, mais il est vraiment con en fait de laisser sa jambe comme ça, quoi. Enfin, c'est-à-dire, il laisse vraiment volontairement. Il lui montre, tiens, vas-y, tape, tiens, vas-y, je t'offre ma jambe, viens t'empaler dessus, c'est cadeau. Le problème, c'est qu'il l'attend, il l'aurait juste laissé, je pense que ça peut encore à la rigueur passer, mais là, on voit bien qu'il l'attend, il la laisse, il cherche vraiment à la laisser. Et autant à vitesse réelle, Monsieur Bastien laisse jouer. Et pour lui, il ne désigne pas de point de penalty, parce qu'en face, c'est Neymar, je pense, et qu'il se dit, je pense qu'il a voulu un petit peu abuser de moi. Et bon, les images montreront que l'arbitre s'est trompé. En tout cas dans son approche. C'est dommage parce que en fait ça part, il se fait avoir dans le dos. Il y a Aguilar qui est pas très bien positionné, où je pense que vu qu'il arrête pas de faire l'essuie-glace, à un bon moment il a peut-être du mal un peu à revenir. Du coup Maripane se retrouve en face à face, Neymar sur son côté. Neymar rentre à l'intérieur. C'est dommage parce que en fait Aguilar revient à ce moment-là et donc ils auraient peut-être pu le cerner. Ils auraient dû communiquer, tu vois. Aguilar doit dire doit dire à Maripane fais en sorte de pas faire faute, ou je sais pas, il doit lui faire un signe, ou Maripane doit voir qu'Aguilar vient, quoi. Fait le repli défensif. Et puis il y a même Dissassi, je crois, qui est encore devant. Neymar, il n'est pas non plus en position idéale non plus pour mettre un but, quoi. C'est pas. Ouais. C'est pas du tout cuit encore derrière. Oui, bien sûr, après ça reste Neymar. Oui. Vu le début de saison qu'il fait, il a largement de quoi faire. Et c'est donc Neymar qui va se charger de tirer ce penalty. Et voilà, le sang-froid. Je pense que soit du côté parisien où Neymar en rate quasiment aucun, et côté monégasque où on sait qu'on a un plot dans les cages pour les penalties, on savait tous que ça débute là. C'est le choc des extrêmes. Ouais. Donc non, il le tire très bien. De toute façon, il lui fait 50. Ouais. Il le laisse bien poireauter pour qu'il fasse ses petits sauts, qu'il se fatigue bien sur ses petits sauts, et après il lui fait 50 feintes pour voir s'il va plonger. Puis dès qu'il se met sur ses appuis, hop, je te la mets au poteau, tu peux rien faire. Il y a rien à dire. Ouais.
Et c'est le moment pour Clément. Je crois que c'est juste avant c'est juste après le penalty que Clément va opérer un double changement. L'entrée de Jean Lucas à la place de Mohamed Camara à la 74e, donc pour le dernier quart d'heure. Parce que Camara quand même il a écopé d'un carton jaune et il était pas loin même d'un second pour une faute d'anti-jeu un peu grossière sur Messi. Aux 30 mètres quand même. Donc, puis bon, il a peut-être pas les 90 minutes. La semaine dernière, il joue 45 minutes. Bon, là, il a joué 75 minutes. C'est pas mal. On va le mettre dans le bain petit à petit. En tout cas, lui, physiquement, répond présent. Il a le coffre. Contrairement à d'autres recrues, on y viendra. Oh, bah attendez, ça arrive tout de suite. Le deuxième changement, c'est Minamino qui rentre. C'était un peu avant, c'était juste avant le penalty. Le double changement, c'est Mbolo Minamino. Ah pardon, oui effectivement, Mbolo qui remplace Golovin et Minamino qui remplace Akliouche. On peut dire, c'est la dernière fois qu'on avait vu un jeune se faire sortir après être entré, je crois qu'il fallait remonter à Anthony Martial peut-être à Nantes à la Beaujoire quand Jardim le sort. Il y en a peut-être un autre qui se fait avoir de la sorte aussi parce qu'on en a eu des jeunes cracks. Mais là en fait Akliouche, il faut vraiment pas le voir comme une sanction. Moi je trouve plutôt cohérent ce changement, même si d'autres auraient préféré voir peut-être Ben Yedder sortir, et au vu de sa prestation, oui, ça semblait logique, mais bon, on sait jamais, peut-être que sur un coup de dé, un truc dans la surface, tu peux encore compter sur Ben Yedder. Akliouche, lui, a ce petit côté un peu foufou, jeune, et pas maturité footballistiquement, déjà averti, donc pour moi il y avait plusieurs critères quand même qui peuvent pousser Clément à le sortir, et je trouve ça plutôt justifié. Patrice, je sais pas si tu rejoins cet avis, mais oui, c'est pas scandaleux non plus le fait qu'il soit rentré à le 25e et qu'il ressort. C'est vrai que c'est assez rare dans un match, mais bon, même si le joueur sur le coup, c'est vrai que ça doit le surprendre, parce qu'il doit pas s'y attendre non plus, quoi, et il peut le prendre pour dire mince, j'ai finalement peut-être pas fait un bon match qu'on me sort et tout. Bon, de toute façon, on a bien vu que Clément lui a tout de suite expliqué que c'était plus des choix tactiques, et puis aussi pour faire une gestion de groupe, il y a des joueurs sur le banc, il faut aussi qu'il les fasse jouer, quoi. Donc non, c'est pas... À ce moment-là du match, ça me paraît logique de faire sortir les offensifs, tellement derrière, on semble quand même bien en place. À ce moment-là, et on gagne toujours 1-0 en plus. Donc ça paraît logique qu'on garde en place les 7 de derrière, et que ce soit sur le devant qu'on fasse les modifications. Et surtout qu'en termes de repli défensif, il était très très souvent dans la zone de Neymar, donc sujet à faire défaut. Voilà. Donc pour moi, c'était vraiment pas con, et c'était plutôt bien vu de la part de Clément. Et où tu l'as dit, cette petite discussion au bord de la pelouse tout de suite pour expliquer et réconforter, je pense, pour que le joueur, ça fait passer un peu plus facilement la pilule en tout cas. Voilà, donc l'entrée de Minamino et de Golovin, et ensuite je parlais de ce dernier changement, donc Jean Lucas à la place de Camara pour apporter un peu de sang frais dans l'entrejeu. On peut noter quand même qu'à aucun moment du coup il a fait un changement défensif. Il est resté dans son schéma, à chaque fois il a fait des changements poste pour poste sans changer le schéma de base. Il a pas cherché à bétonner, à se rajouter un milieu de terrain, ou bon, un défenseur ça paraissait un peu compliqué de remettre un défenseur central, mais toi il aurait pu très bien sortir avec Liouche pour remettre un Jean Lucas, pour augmenter le nombre de milieux de terrain et vraiment faire un bloc défensif. Toi il a cherché quand même à rester dans son idée de jeu, dans le 3-4-3 pour bloquer le PSG, quoi. Ouais. Et ça a fonctionné. Après, voilà, il y a encore une occasion pour Mbappé qui, je pense, plus en confiance, aurait d'abord crocheté le retour du défenseur. Je sais plus si c'est Dizezi ou Maripane, et ensuite pour s'ouvrir la voie du but. Et là, en fait, il la reprend direct, un peu coup de pied. C'est pas très précis, c'est direct. C'est juste, il la prend vraiment coup de pied, presque un pointu. Et c'est Nubel de la poitrine qui fait un arrêt. Peu atypique. Il a plongé pour bouger le maximum l'angle, et bon, après le ballon a atterri sur son torse. Il aurait aussi bien pu atterrir sur sa face, finalement. Mais... Voilà. C'est dans ces moments-là qu'on peut dire la phrase un peu un gardien de hand. Voilà, ça on aime bien, surtout pour les gardiens allemands. Et donc on se dirige vers la fin du match. Des coups mal gérés, un Minamino totalement éclaté. C'est impressionnant, quoi. J'avais l'impression de voir un gamin qui a un peu peur d'être avec les pros et qui du coup sait pas trop quoi faire avec le ballon, que c'est impressionnant. On a l'impression qu'il a perdu son football
À chaque fois qu'il a eu le ballon, il l'a perdu, quoi. Verratti, il l'a mangé de A à Z. À chaque fois, il lui a récupéré le ballon dans les pieds, quoi. Ouais, là, sur ce début de saison, j'arrive vraiment pas à le saquer, Minamino. Voilà. Merci, Boris. Celle-là, elle est volée. C'est-à-dire que il est totalement à court physiquement, ça ne va absolument pas. Il est à court de rythme, il est pas aussi dans le rythme de ses coéquipiers. Il donne à contre-temps, il donne dans le dos de ses partenaires. Il y a une perte de balle au milieu. On sent de la bonne volonté, il veut bien faire, il essaye de compenser du coup parce qu'il sent qu'il doit pas être dedans et on voit, il fournit les efforts, il cavale, mais en fait c'est pas juste, c'est pas correct. Et il va vraiment falloir le remettre à l'endroit, ça va demander un petit peu de temps. Autant moi je louais son arrivée et me disais ouais, c'est un gros coup quand même, on a réussi à faire venir un joueur de Liverpool qui était un second couteau, en même temps t'as pas de place devant quand t'as Mané, Salah, Diaz, Firmino, il n'y a pas trop de place pour toi, donc il a eu le droit qu'aux miettes. Mais quand même, je pensais qu'il s'était un petit peu aguerri au contact des défenseurs anglais, du jeu rugueux. Mais en fait, là, faut pas se mentir, il est physiquement, il est nul. Il est vraiment pas dedans, il va lui falloir un peu de temps, c'est sûr. Faut essayer que ce soit pas un Carrillo, en fait, du coup, un joueur qui a brillé, parce que du coup, il y avait un collectif de fous autour de lui, et donc du coup, il a su en profiter, quoi. Parce qu'il a quand même de sacrés stats, hein, quand tu regardes les stats qu'il a avec Liverpool, il a quand même, pour le peu de temps de jeu qu'il a, il a quand même claqué du but, a fait de la passe décisive. Alors, est-ce que c'est parce que justement il a un effectif de XXL autour de lui qui le met vraiment bien en évidence et qu'il a pu, un peu comme Carrillo a fait avec Monaco, hein, parce que derrière Carrillo il fait plus rien. Il a juste performé l'année où il a été avec nous. On est champion de France. Hein. Bon, un peu comme tout le monde, quoi. À part ouais, il y en a 2-3 qui réussissent quand même bien dans d'autres clubs en ce moment, quoi. Ouais. Oui, Bernardo, bon. Et bon. Fabinho, ça c'est un autre débat, mais Falcao, effectivement. L'éternel, mais bon. Ouais, moi je suis très déçu. J'attendais beaucoup plus. Je pense qu'on était tous en droit de demander plus. T'as un mec avec un statut quand même. Bon bah là, on en est très loin. Et de son côté aussi, on va parler des entrants. Mbolo. Pareil, c'est pas une grosse entrée du tout, quoi. Autant louer son défi physique et qu'il arrivait à s'imposer. Bah là, Kimpembe, il l'a mangé. Il s'est retrouvé le cul par terre. Pas la même envie que sur les précédents matchs aussi. Il s'est pas bagarré, il s'est pas battu sur les ballons, je trouve. Il a pas su répondre aux défis physiques et c'est là où on l'avait vu justement plutôt exceller dans ce domaine. Et voilà, c'était assez bizarre de pas le voir performer du coup. Je pense que c'est une différence entre les matchs où on va avoir la possession, le jeu, et donc du coup il va mettre en avant son défi physique face à des défenses regroupées. Et les matchs où là qu'on va jouer comme contre le PSG où du coup on n'a pas du tout de ballon, que c'est à lui de courir, d'aller chercher les ballons et tout. Mais contre Rennes, c'était incroyable parce qu'il était tout seul et à lui tout seul, il arrivait à tenir le ballon, il avait 3 mecs sur le dos, il était injouable ce match-là. Bref. Peut-être que les défenseurs rennais sont peut-être pas du niveau non. C'est du PSG. Non, c'est sûr, ouais. Donc, on finit quand même sur ce match nul qui est un bon point. Hein. Après, comptablement, on est à 4 journées, on a que 5 points, qu'une seule victoire à Strasbourg, un nul contre Rennes, une défaite à domicile contre Nantes et ce nul au Parc. Après, on n'a pas le calendrier facile. C'est là, on retrouve quand même des équipes qui sont. Là, on va avoir PSG, Lens et les deux leaders. On va avoir une petite pause d'un match avec 3. Après, c'est le derby. Nice. Bon, et Nice après, qui est en ce moment, je crois, 18e de Ligue 1. Nice, voilà. Hein. En plus, il y a 4 places pour descendre. Donc, pourquoi pas que ça reste figé comme ça, c'est marrant. Ouais, j'y crois pas trop. Non, moi non plus. Mais bon. Un partout donc, et c'est le moment pour nous de venir sur les tops et flops. Alors Patrice, je t'en prie, quel est ton top? Mon top, outre Kevin Volland qui fait un très bon match, mais on va pas le juger sur 20 minutes quand même. J'ai te laissé tout ce qui est la partie défensive. Moi, c'est pour Camara, parce que c'est le premier match que je le vois et clairement, il m'a impressionné face surtout à des très très bons milieux de terrain en face de lui. Il a réussi à récupérer énormément de ballons, aller à la limite à chaque fois quand même de la sanction. Hein. Il a pris qu'un carton jaune, mais il y a pas mal d'actions qu'il fait qui sont assez limites. Il sait tenir son ballon, c'est très très compliqué de venir lui prendre aussi, il sait très bien le porter, amener le danger. C'est lui qui a d'ailleurs le coup franc qui est aux 20 mètres que Enrique tire après, quoi. Donc franchement, j'étais très impressionné par son premier match que j'ai pu voir, quoi.
Et j'espère que en tout cas c'est pas juste un petit coup d'éclat qui fait comme ça, qui sera reproduire ce genre de performance, parce que c'est vraiment très très bon, et ça laisse présager quand même que voilà, au milieu de terrain, on va peut-être pas attendre 5 ans avant de trouver un remplaçant à Chouameni, quoi. Ouais, très 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 fort. Je le redis, vraiment une très très bonne prestation au parc. On dirait que le mec est là depuis longtemps dans l'équipe, même dans le comportement et dans le langage corporel auprès de ses coéquipiers. On l'a vu très très présent, à encourager, à dire les gars à la tête, on tient, enfin tu vois, tout de suite j'ai senti investi en fait. Ah, c'est un gars avec une super mentalité. Je pense qu'on fait vraiment une très très bonne affaire, aussi bien sur le plan football, mais même sur les qualités humaines du gars. Je pense que c'est vraiment un super gars. On n'a peut-être pas besoin d'aller rechercher encore un autre. Je voyais des gens qui militaient pour quand même continuer à aller chercher Soumaré et tout. Bref, bon. Pour moi, j'ai confiance dans la doublette Fofana-Camara en Ligue 1. C'est top. C'est sûr que sur le banc, Matazo, Lucas, Magassa. Bon, Matazo en tribune. Hein. Pour moi, ouais, vu ce qu'a montré Magassa contre Rennes, je comprends. Hein, je le mettrais bien en numéro 4. Et bon, Jean-Lucas, il sera numéro 3, en tout cas dans la hiérarchie de Clément. Le flop, ah oui, alors moi je vais dire mon top. Alors Disasi forcément, qui est quand même pas mal. Mais moi c'était la doublette Fofana-Camara. Et bon, Disasi qui fait un bon match. La première période de Badiachil, je l'aime bien, même s'il fait une très très grosse connerie qu'Mbappé ou Neymar ne bonifie pas. Mais une énorme connerie. Ça vraiment, si je peux la rappeler, en première période, on a un coup franc, on a une faute qui est sifflée dans notre camp, on a juste à jouer, et lui il fait une passe directement à Neymar qui est de l'autre côté en fait. Il veut faire la passe à Aguilar, je pense qu'il voit pas du tout Neymar, il doit être peut-être caché par Disasi. C'est une passe entre deux en fait. Et du coup il fait vraiment la passe parfaite pour Neymar qui du coup démarqué complètement, quoi. Donc ça c'est un classique, c'est toujours la petite saute de concentration de Badiachil dans un match. Bon voilà, c'est celle-ci. Quand c'est pas Disasi, généralement c'est Badiachil. Mais au-delà de ça, ouais, dans les relances et tout, je trouvais que justement il a fait du bien, et la défense à 3 c'est pas mal pour ça. Les flops, Patrice. Moi sur ce match, franchement, je trouve vraiment que l'équipe a très très bien joué, que ce soit les 11 présents sur le terrain, même 12 si on peut compter avec Liouche. Même Ben Yedder, moi je suis pas si virulent contre lui, certes il rate l'occasion, mais j'ai bien aimé plutôt dans le jeu ce qu'il a pu proposer. J'ai vraiment aimé que l'équipe en fait arrive à ressortir le ballon en une touche de balle. Franchement on a eu des actions qui étaient vraiment très très belles. Dès qu'on récupère le ballon parisien en une touche de balle, malgré le pressing parisien, on arrivait toujours à s'en sortir. Ben Yedder était le seul aussi à arriver à temporiser le jeu, ça c'était quand même assez précieux, parce que les autres attaquants n'arrivaient pas à le faire. Ben Yedder arrive à garder le ballon, à ce qu'on ne lui prenne pas, et du coup ça permet de remonter le bloc, pas de jouer toujours forcément des contre-attaques, parce que dès qu'on le repère, c'est reparti. Voilà, donc pour moi, s'il y a un joueur que j'ai à pointer un peu plus du doigt, ça va être Maripane, mine de rien, parce qu'il fait un très bon match, hein, mais son penalty, il offre vraiment le but là en laissant traîner, ouais, il est con, voilà, c'est la petite action qu'il fait, avec c'est lui que je vais planter sur mon flop, quoi. Ouais, ok. Moi de mon côté, vous l'avez compris, j'en ai parlé, c'est Ben Yedder. Voilà, je suis virulent parce que il a un statut, parce que je suis exigeant envers des mecs qui sont capables de faire la différence et sur qui on compte en fait. Et voilà, il a pas répondu à présent ce soir. Il y a Minamino aussi en entrée désastreuse, ça vous l'aurez compris. Et je vous renvoie à la masterclass, au superbe tweet de notre ami Savbo, Boris, avec le sketch des inconnus, Toshiba, voilà, vous verrez sur Twitter, c'est très bien senti. Voilà. Bon, les prestats individuels, on file tout droit. Nubel. Très bon match, vraiment rien à lui reprocher. Sur les penalties, on sait que c'est pas forcément sa cam. Et puis qu'en face c'est Neymar et qu'il te le tire parfaitement sur le poteau, on va avoir du mal à lui reprocher de pas l'avoir arrêté quand même. Ouais. Et les poteaux qui ont fait plus d'arrêts quand même ou quasiment le même nombre d'arrêts, je crois, 3 poteaux et 3 arrêts pour Nubel. Mais effectivement, bon, il a plutôt répondu présent, surtout cet arrêt sur Neymar. Aguilar, moi je trouvais un peu bâtard sur ce match parce que, ouais, certes, il y a beaucoup d'abnégation, du Aguilar dans le texte, quoi, l'essuie-glace, les 3 poumons.
Mais d'un côté, bon, il avait un côté aussi qui était chargé, hein, Mendes, Neymar, mais dans son dos, je trouvais que ça passait souvent quand même. Ouais, c'est pas évident, surtout dans une tactique qu'on joue pas fréquemment, donc du coup c'est vrai que c'est pas le plus simple forcément pour lui, on n'est pas sur le poste d'un latéral. Ouais, voilà. Et il revient aussi, voilà. Donc c'est pas forcément le plus simple. Voilà, il y a pas non plus de trop grosses occasions qui sont vraiment, où il est passé vraiment complètement à côté. Pour moi, enfin un match correct, voilà, c'est pas non plus. Ok. Dizazi, Badiachil, tu voulais peut-être rajouter un mot? Non, bon, après, ce que t'as dit tout à l'heure sur ton top, ça paraît simple, hein. Même Badiachil fait un bon match, il fait sa petite boulette. Et une grossière faute. Et là, ouais, le tacle qu'il fait, où il arrive un peu trop vite, il s'essuie un peu les pieds sur Sarabia. Sarabia, voilà. Bon. Le match de Caio Henrique. Plutôt intéressant, parce que du coup je m'attendais à ce que ce soit très problématique, parce que normalement dès qu'il y a un bon adversaire face à lui, très offensif, et là c'était Hakimi quand même, c'est là où c'est problématique, parce que du coup ça passe énormément dans son dos et tout, parce qu'il est trop attiré vers le haut du terrain. Et là j'ai trouvé justement qu'il tenait plutôt bien son vis-à-vis, on l'a pas trop vu Hakimi, alors oui bon après il fait quand même un poteau, hein. Donc j'ai trouvé qu'il avait plutôt bien joué son rôle, offensivement très bon aussi avec Golovin, on a déjà vu qu'il avait une bonne entente pour arriver à très vite se projeter et amener le ballon très très haut, donc non, plutôt satisfait de son match, alors que je m'attendais plutôt que ce soit un point faible de l'équipe face au PSG. Ouais, plutôt discret après offensivement, je pense que c'est pour ça, c'est des consignes, et c'est aussi la physionomie du match, puisque tu mènes 1-0, bon, il n'a pas forcément besoin de prendre vraiment son couloir et de prendre la ligne, mais voilà, moi je trouve que ce dispositif il correspond bien à l'équipe. L'équipe aussi a ses repères, puisque c'est un peu l'héritage Kovac. Le 5, là c'était un 5-2-3, mais on a souvent évolué avec la défense à 5, donc en plus Caio Henrique a évolué avec Kovac. Enfin, je veux dire, il y a tout ça qui est mis en place, donc il y a des restes. Et je trouve que ça colle bien par rapport aux aptitudes de chacun. De toute façon, si on a recruté ça, c'est pas pour rien. C'est pour jouer régulièrement ce genre de tactique. Parce que sinon, ça sert à quoi de rajouter un 4e défenseur qui cherche des places de titulaire. Donc clairement, non, c'est qu'on va jouer avec 3 défenseurs centraux sur pas mal de matchs. Wait and see. Le mercato n'est pas encore terminé. On n'est pas à l'abri d'un petit départ de dernière minute, ça se ferme jeudi. C'est vrai. L'entrejeu, on en a parlé, franchement. Même Fofana, j'ai trouvé très rayonnant, très bon. Il y avait des très bonnes sorties aussi de balles. Ouais. Plutôt, ouais, c'est vrai que à l'aise avec ses pieds. Ouais. C'est pas souvent le cas. Ce soir, faut le souligner. Et enfin, il nous reste Golovin. On n'en a pas trop parlé. Non, mais pareil, je trouve qu'il lui aussi très très bon dans les sorties de balles pour faire progresser le ballon. Il a vraiment bien joué avec Henrique et Ben Yedder pour arriver à faire que du coup on sort très vite du pressing parisien et qu'on monte haut sur le terrain. Non, ça, je trouve que ça change des matchs derniers que j'ai pu voir avec lui où c'était vraiment pas ça. On est plus sur un bon match de sa part. Et donc, ça me permet de te lancer, j'aimerais connaître ta position là-dessus. J'ai vu beaucoup de débats, tu vois, avec le départ de Diop qui chagrine énormément de nos supporters. Bon, je pense que c'est plus concernant sa destination. Mais beaucoup de gens ont dit, on vend Diop alors qu'on a l'intermittent du spectacle russe. Comme quoi, en fait, il n'aurait pas fallu lourder Diop. Et enfin voilà, c'est quoi ta position là-dessus, sur ce débat, sur cette comparaison totalement, on va dire, je sais pas quel terme employer, mais en gros, on cherche une comparaison entre Diop, Golovin. Je sais pas, toi, quelle est ta position là-dessus, finalement, le regard que tu portes un peu sur ça. Je suis assez d'accord pour comparer Golovin et Diop, parce que pour moi, ils jouent quand même ils jouent vraiment un poste très très similaire, quoi. Ils sont tous les deux pas des ailiers, mais vraiment des milieux latéraux, quoi, pour jouer milieu gauche, milieu droit, ou milieu offensif derrière des attaquants. Donc pour eux, ils ont quand même beaucoup de similitudes. Je suis d'accord que Golovin reste au-dessus de Diop à l'heure actuelle. Ce sera pas forcément le cas dans plusieurs années. Mais pour moi, si Golovin est un titulaire, est-ce qu'ils s'en mettent le cas, tu dois avoir une doublure, et pour moi, c'est Diop qui répond le mieux à ce profil-là, quoi. Donc là, je pense qu'on va venir mettre Akliouche comme doublure de Golovin. Mais pour moi, c'était plus des Diatta, des Gelson Martins, des joueurs comme ça, ou ne pas recruter un Minamino, qu'il aurait fallu plutôt que faire sauter Diop. Je trouve ça assez dommage. Moi, ce que a montré Diop,
pour son âge, qui reste très très jeune, et il a enchaîné des saisons qui sont très très longues, qui sont pas forcément simples à gérer. Je trouve que c'est un joueur qui a beaucoup de talent et qui peut encore progresser. Ouais, je trouve dommage de s'en séparer contre un concurrent, contre un rival en plus, et pour une somme en plus qui est dérisoire, quoi. Ouais, 20 millions, ouais, c'est vrai. Ouais, ça va, 18 plus 3, je crois. On vend mieux nos joueurs, généralement. Bah ouais, voilà, et je trouve ça assez regrettable d'aller renforcer un concurrent qui est en train de faire un très très bon mercato, quoi. Ouais, Pépé, Diop sur les Donc, côtés, non, c'est pas mal. Perso, je suis déçu de le perdre. Golovin est plus un joueur d'axe, hein, pour moi. Il a besoin d'être plus dans le cœur du jeu, ou bon, je préfère dans l'axe. Après, voilà, c'est pour moi deux profils totalement différents, et un profil comme celui de Golovin, on n'en a pas deux dans l'effectif. On pourrait en avoir deux, parce que Minamino est un bon joueur de ballon, mais il est pas prêt. Il est pas là. Donc, mais je suis d'accord que Minamino est plus un profil comme Golovin, qui est un joueur qui joue derrière l'attaquant, qui joue au centre du terrain. Minamino sur les ailes, c'est très rare qu'il ait joué comme ça à Liverpool, ou alors quand c'était du 4-3-3, donc vraiment ailier quoi, pas milieu comme il a joué pour l'instant. Donc je comprends qu'ils sont un peu perdus aussi sur les matchs qu'il a joué. Diop est certes plus déroutant, mais en tout cas balle au pied, dans la façon de se mouvoir. Enfin, pour moi, Golovin c'est au-dessus. Enfin, il n'y a pas de débat. Voilà, c'était juste pour connaître ta position. Je vois que ça déchaîne un petit peu sur Twitter. Voilà, c'est chose faite. Le chapitre est clos. Tout comme ce débrief. Donc on le répète, match nul encourageant, et on enchaîne quand même notre marathon, puisque dans 3 jours, mercredi 19h, prochain rendez-vous, c'est la réception Louis II de l'Estac de Troyes, coaché par Bruno Ires, donc occasion de se retrouver. Et puis en ligne de mire, dimanche soir, le derby de la Côte d'Azur, Nice, Monaco, on verra. De toute façon, on ne pourra pas faire traîner plus longtemps. Si Diop doit vraiment aller à Nice, le mercato sera fermé, donc je pense qu'on aura de fortes chances de le croiser ce soir-là. Patrice, un dernier mot, tu voulais rajouter quelque chose peut-être Non, je regardais notre classement, du coup on est 12e. Ouais, 12e, 5 points. Voilà. Ok. Bon, parfait. Merci en tout cas de m'avoir tenu compagnie et d'avoir été présent ce soir. N'hésitez pas, vous, chers auditeurs, à nous faire part de vos commentaires, ce que vous avez apprécié, vos tops, vos flops, et puis à nous suivre également sur Twitter, sur les réseaux, sur Twitch, sur YouTube. Abonnez-vous, petit pouce bleu, et puis on vous embrasse très fort, et on vous dit rendez-vous mercredi. Dagi Monego, ciao les gars.